cette société, les chemins de fer de la Camargue, a été fondée en 1888 par M. Guillot, afin de créer une ligne ferroviaire entre Arles et Salins-de-Giraud pour acheminer le sel nécessaire à l'usine chimique de Salindre, alors que Péchinet produisait à base de sel la soude par un procédé chimique pour faire de l'aluminium à partir de la bauxite. Voilà. Donc, le quartier de Trinquetaille a été choisi pour une raison pratique évidente. Éviter le franchissement du Rhône. Donc, un terrain a été mis à disposition presque gratuitement par le département, rue Jean-Mathieu Artaud. Ce terrain se situe près de la résidence des Cèdres Bleus aujourd'hui. Voilà. Quelques années ont été nécessaires pour construire ces lignes et acheter le matériel. Donc, c'est en 1892, soit 4 ans plus tard, qu'a démarré l'activité ferroviaire. Il a fallu pour cela faire des emprunts obligataires, donc énormément de personnes ont adhéré à ce projet. Et d'ailleurs, ces emprunts ont été remboursés jusqu'en 1988, donc 100 ans plus tard. Un an plus tard, les élus locaux ont demandé la création d'une ligne de transport de voyageurs, d'abord vers Salins-de-Giraud, puis vers les Saintes-Maries-de-la-Mer. Donc, à cet effet, une nouvelle ligne est créée et des gares sont implantées le long des voies, puisqu'à l'époque, au niveau de Salins-de-Giraud, quand ça a été créé au début, il n'y avait pas de voie intermédiaire, c'est-à-dire la ligne était directe qui partait d'Arles à Salins, il n'y avait pas de voie, il n'y avait pas de gare. Les gares ont été implantées beaucoup plus tard. À cette époque, après, il y a eu de grands projets. Donc, à cette époque, de grands projets étaient à l'étude. Et en 1908, on a demandé, la mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer a demandé à l'architecte qui s'appelait Monsieur Blanc, l'architecte des chemins de fer de la Camargue, de faire un projet de casino au bout de digue. Donc, il y avait un projet de casino, de vélodrome, ainsi de suite. Mais ce projet n'a pas abouti. Pourtant, ça aurait été bien, ça aurait mis en concurrence, si vous voulez, la côte atlantique par rapport au casino qui existait là-bas. Les chemins de la Camargue, dont les activités ferroviaires ont duré jusqu'en 1958, ont employé jusqu'à 500 personnes. Donc il y avait des conducteurs, des cantonniers, des mécanos, des chefs de gare, des agents administratifs. Voilà, tout ça représentait 500 personnes jusqu'en les années 1950-1958. En tant que VFIL, voie ferrée d'intérêt local, l'écartement des rails était d'1 mètre, soit inférieur au rail actuel de la SNCF. Donc, la SNCF à l'époque, le PLM, avait obligé la Société des chemins de fer de la Camargue à construire des rails plus étroits. Donc, ça demandait une technique spécifique, c'est-à-dire que le sel, quand il arrivait à Arles, à la gare de Trinquetaille, il repartait après sur un réseau normal, un réseau, je dirais, du PLM ou de la SNCF. Donc, les wagons arrivaient à Trinquetaille, ils montaient sur une rampe. Sur la rampe, le wagon avait une soute, cette soute s'ouvrait, le sel tombait, mais le sel tombait sous un wagon SNCF. Donc ce wagon repartait sur une voie SNCF pour partir sur Alès et Salindre, voilà, déverser le sel là-bas. Alors, jusqu'aux années 1930-1935, les locomotives fonctionnaient à la vapeur. Donc, avant l'électrification des lignes, une modernisation qui a demandé aussi de gros investissements, puisqu'après, si vous voulez, les voies ferrées, la vapeur a été abandonnée, malgré le fait, bon, ça suffisait, mais bon, il a fallu se moderniser. Donc, on a acheté des nouvelles locomotives dans les années 30. Et aussi, on a acheté des wagons pour les voyageurs. Alors, pour les voyageurs, on a acheté des wagons. Le problème, c'est que, si vous voulez, on avait cette voie métrique qui faisait 1 mètre de large. Et on a acheté des wagons qui étaient beaucoup plus grands. Ce qui faisait que ces wagons, le jour où on les a essayés, eh ben, dans les courbes, les wagons chutaient. Donc, ils n'ont jamais été mis en application sur les réseaux, dans les chemins de fer de la Camargue. Mais comme on avait investi, il fallait bien les refiler à quelqu'un. Donc, on les a refilés à l'époque à un pays, ben, on les a refilés en Afrique. Voilà. Donc, et on sait que jusqu'en 1958, ces wagons fonctionnaient en Afrique. Bon, je ne vous dis pas quel pays, parce qu'après, on ne sait jamais. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les chemins de la Camargue, dont le siège social se trouve à Paris, et dont le dernier PDG était M. Margot Noblemer, qui était aussi PDG des chemins de fer de Montanvert. Alors, les chemins de fer de Montanvert, c'est, si vous voulez, c'est les chemins de fer qui amènent les gens à la mer de glace, à Chamonix.
Voilà. Et ce monsieur était toujours à la pointe de la modernité. Donc, si vous voulez, il a acheté beaucoup de locomotives, il a beaucoup développé les voyageurs, tout ça. Et il a créé aussi pour les salariés, il a créé une mutuelle. Donc, si vous voulez, jusqu'en 1999, les chemins de fer de la Camargue, et après, bon, je vous dirai ce que c'est devenu, donc avaient leur propre mutuelle. C'est-à-dire qu'ils s'autofinançaient. Mais ils s'autofinançaient tous les remboursements à 100%. Donc, il était déjà à la pointe. Voilà. Et en 1958, les lignes ferroviaires ont cessé de fonctionner. Donc, elles ont été remplacées par un réseau routier. Et c'est là, si vous voulez, comme toutes ces lignes, elles nous appartenaient, mais après, bon, il y a eu des contrats qui sont devenus des concessions. Donc, le département des Bouches-du-Rhône nous a donné toutes ces lignes en réseau routier. Donc, Arles-Salins, Arles-les Saintes, et aussi, après, on a développé Arles-Port-Saint-Louis. Voilà. Mais aussi, on avait, bon, dans le Gard, je ne vais pas parler du Gard, dans le Gard, on avait Arles-Nîmes aussi. Mais Arles-Nîmes, si vous voulez, ça s'est fait dans les années 1900-1908. Voilà. Alors, la société avait également aussi assuré, jusqu'en 1987, le service urbain de la ville d'Arles. Bon, le service urbain, on l'assurait, mais on n'était pas bon quand même, hein, ça je peux vous le dire. Bon. On avait aussi une agence de voyage qui était bien connue des Arlésiens, qui était une filiale qui s'appelait Camargue Voyage, qui existe toujours, bon, qui a été vendue, rachetée, bon bref, c'est un autre problème ça. Et en 1987, la société a été rachetée par le groupe Via GTI, qui est devenu les Cars de Camargue par la fusion avec les Cars du Delta. Sur Arles, il y avait 3 sociétés de cars à l'époque. Il y avait les Cars du Delta, les Transports Seite et nous, les Chemins de fer de la Camargue. Donc Via GTI, qui avait déjà les Cars du Delta par sa filiale qui s'appelait les Courriers du Midi, nous a racheté les Chemins de fer de la Camargue et ça s'est appelé les Cars de Camargue. Voilà. Donc moi, si vous voulez, je n'ai pas connu l'exploitation des lignes ferroviaires, bien sûr, parce que j'ai travaillé en 79, donc voilà. Mais j'ai procédé, si vous voulez, parce que c'est une société que je trouvais qui était intéressante, qui était assez vieille au niveau économique, au niveau d'Arles. Et donc j'ai trouvé de nombreuses recherches. Enfin oui, j'ai fait de nombreuses recherches, j'ai trouvé pas mal de choses. Et en 1997, j'ai rencontré le cinéaste Emmanuel Durand. Et sur la base de cette histoire et des archives disponibles, il a décidé de réaliser un film documentaire. Donc ce film, je pense qu'on va le voir maintenant. Et puis voilà. Et puis après, si vous avez des questions, je répondrai à vos questions. Voilà. Sur ce que je sais, bien sûr. C'est difficile à dire, les passions. Hein. C'est difficile à dire. Vous avez 8 ans, vos parents vous emmènent en vacances, vous êtes habitué à voir des vélos, des chars à vent, et puis tout d'un coup, vous voyez un train. Un train. Tiens, mais c'est bien ça. Et des fois, ça nous arrivait qu'on passait point d'un étang, le vol de canards, il y avait 15-20 canards, ou 30 canards, ou 50 canards, ils s'envolaient et ils suivaient le train. Ils suivaient le train. Et moi, pour savoir la vitesse qui marchait, je les chronométrais avec ma machine. Et bien, un canard, il vole 80 à l'heure. Un perdreau, il vole 90 à l'heure. Et un faisan, il vole 110 à l'heure. Alors cet ensemble là que vous voyez là, c'est la gare de Trinquetal. C'est là où tout partait et arrivait. Encore le château d'eau, où les locomotives à vapeur faisaient le plein. Ici le bâtiment,
où se trouvaient les messageries et voyageurs. Vous avez connu le coin à vapeur? Non. C'était déjà, le réseau était déjà électrifié. D'accord. Les ateliers où les locomotives étaient réparées. Ah, d'ailleurs, ce sont des ateliers qui fonctionnent toujours. Depuis que la compagnie des chemins de fer de la Camargue est devenue les Cars de Camargue en 1988, donc l'entretien se fait toujours ici, aux ateliers d'Arles. La Prost est amenée les locomotives en réparation, avec de chaque côté le reste des rails. Voilà, nous avons des archives sur le train de Camargue. Voilà le réseau à voie métrique des chemins de fer de la Camargue, qui est desservi d'Arles, Trinquetaille à Salins-de-Giraud, qui longe les berges du Grand Rhône à l'ouest, et d'Arles, Trinquetaille au Sainte-Marie-de-la-Mer, qui longe le Petit Rhône à l'est, et qui est délimité au sud et complètement fermé par la Méditerranée. Ce qui forme, on peut bien le voir, une île, et qui est reliée par Arles, principale la ville, par le pont au nord. Et tout ceci a été inauguré à quelle époque? En 1892. Et d'autres réseaux ont été inaugurés plus tard dans le Gard, mais aussi ont fermé beaucoup plus tôt. Vous avez le service de la voirie, le service des conducteurs, notamment on peut les voir ici. Ce sont les plus anciens des chemins de fer à Camargue. Tous des moustachus? Presque tous. C'était plus. Il y avait aussi le service de la traction et le service atelier. D'ailleurs, on peut en voir une partie qui est en train de sûrement... Avec la casquette, oui. Oui, toujours. C'était l'époque. Alors, monsieur Papozou, vous montez à Paris? Oui, je m'expatrie, chef de gare, en décharge. Mais avant de partir, vous prendrez bien parti avec moi. Ah, ça, c'est pas de refus. Ben dites, et le train, alors? Le train, il attendra. Oh, alors comme ça va. Alors. J'ai trouvé le registre des conducteurs d'automotrices, dont 2 conducteurs, Prudent Aimé, qui a passé le permis de conducteur d'automotrice le 8 juillet 1943, qui est installé au Mas de la Cape, qui habite une maison de poseur qui appartenait au chemin de fer de la Camargue. Et puis il y a aussi Marine Aujean, qui lui a passé son permis de conducteur d'automotrice le 26 février 1938, qui est installé à Fourques et qui cultive un petit jardinet qui appartenait aussi au chemin de fer de la Camargue. Bon, mais c'est bien ça. Est-ce qu'on peut les voir, ces gens-là? Je pense. Vous êtes retraité des chemins de fer de la Camargue? C'était le chemin de fer de la Camargue. Racontez-moi ça un peu. J'ai connu pendant 15 ans les trains Oui? et 15 ans les cars. Et c'était pas une vie de famille parce que moi, lorsque je commençais, on partait pour 5 jours. Alors, de 5 jours, on allait un jour à la maison. Et les autres jours, on était dehors. On couchait une fois à Nîmes, une fois à Saint-Gilles, une fois au Saint, une fois au Salin. Et un jour, on couchait à la maison. Et quand la compagnie marchait, qu'il y avait toutes les lignes, on était 220 personnes qui travaillaient à la compagnie. 220. Vous vous rendez compte de ça? Le chômage, il n'y en avait pas à ce moment-là. Et le jour de la cocarde d'or, le 3 juillet 1943, j'ai fait mon premier train en tant que conducteur avec un chef de train. Le convoi, le train par lui-même, il était constitué de combien de wagons, par exemple? Alors, une motrice dans Camargue, c'était la motrice et 6 wagons de voyageurs. Oui. Hein? Oui. Voilà. Et les marchandises, c'était la motrice et 21 wagons, pas plus. La motrice, elle faisait 33 tonnes. Il y avait des bogies, 2 moteurs par bogie de 80 chevaux chacun, vous voyez. Hein? Et il y avait 2 pantographes. Et la ligne électrique, c'était du 6000. Un voyageur, 40 à l'heure, c'était bon. Notre horaire pour aller d'Arles au Sainte-Marie, 1h15. Et il fallait partir des gares à l'heure. Hein. Ah oui, sur la motrice, moi j'avais pris l'habitude de sauter, et de m'accrocher à la rambarde là. Oui. De sauter, et que mes pieds soient dans le vide quand j'accrochais les poignées pour monter dans la motrice. Oui. Autrement, on avait des fois, quand il avait plu,
On avait les... Bon, Ouf. il y avait des échanges. Ouais. Ah bon. Le chef de gare de Sainte-Marie, une fois, il arrive pour monter, il prend les 2 poignées du wagon de voyageurs. Et il a resté comme ça, il ne pouvait plus parler. Le freinage a été efficace? Il n'y avait pas de freinage. Hein. C'était que la motrice qui freinait. Alors quand on avait 20 wagons qui poussaient, ou 21 c'était la limite. Eh bien, il ne fallait pas trop arriver trop fort sur les aiguilles, parce que si on avait une à cheval, la motrice déraillait. Il n'y avait que des freins sur les trains de voyageurs. Quoi. Quand il descendait de Nîmes, il y en a un, une fois, il m'a dit « Attends, on dirait un régiment de lessiveuses qui descend. » Tellement ça faisait du bruit. J'ai dû transporter plus de 1000 personnes dans l'animaux avec le train. Des fois, il y en avait plus que ça. Hein. Enfin, c'était à peu près... C'était pas tous les jours, mais le samedi et les jours de fête, c'était ça. En semaine, non. En semaine, quand vous aviez 200 ou 300 personnes, vous savez, 400 le plus. Mais les jours de fête, les jours de dimanche, tout ça, les trains étaient bondés à bloc, tout le temps, tout le temps. Au Salin de Giraud, alors on avait Solvay, alors là c'était le grand trafic de voyageurs, de marchandises. Oh là là, là alors, hein. Il y avait peut-être une dizaine de trains par jour. Il y avait un train le matin, c'était un train, vous voyez, le premier train qui partait d'Arles à 6 h. Et le dernier train qui partait du Salin à 7 h, c'était le train des usines, ça. Les ouvriers des usines, quoi. Ils prenaient des voyageurs en route s'il y en avait, mais enfin, on appelait ça les trains des usines. Parce qu'une société qui était basée à Salem avait besoin de sel pour la soude. Mais le département était d'accord pour créer cette ligne, à condition de créer une autre ligne Arles-Sainte-Marie-de-la-Mer, donc une ligne voyageur déclarée d'intérêt public. Moi j'ai connu une époque où ça se ramassait à la pelle, la récolte se faisait à charge à bras. Alors il y avait des tas d'immigrés. Il y avait des Italiens, des Espagnols, des Arméniens, des Grecs, des Bulgares, des Russes, des Ardéchois, et qui venaient gagner 4 sous pendant toute la récolte de sel, qui ne durait pas un mois comme aujourd'hui, mais qui durait quelques mois. Ils faisaient ça à la charge à bras, avec des pelles renforcées avec un grillage à l'arrière. Ça faisait à peu près 40 kilos chaque pelleté. Et ils chargeaient des wagonnets. Ils étaient payés tant le wagonnet. Le Salin de Giraud s'est créé d'une seule pièce, sous l'impulsion de 2 entreprises chimiques très importantes, Péchine et Solvay. C'est donc 2 quartiers bien différents, par leur implantation, par leur structure, par leur architecture également. Et les 2 quartiers, ces 2 parties de Salin de Giraud, étaient divisés, étaient limités par la voie ferrée du chemin de fer de la Camargue. Oui, on peut dire que la gare de la compagnie des chemins de fer de la Camargue était un trait d'union entre les deux quartiers, entre les 2 espaces constitués Solvay et Péchine. Le monde saligné est cosmopolite. Les voyages entre Salin de Giraud et Arles étaient typiques, hein, typiques et colorés, c'est-à-dire qu'on entendait parler l'espagnol, le grec, l'arménien, l'italien aussi. Altinguetaille, Montlon, Gageron, Villeneuve, l'Arménière, le Sambuc, Pau-Dur, Salin de Giraud. Combien de gares étaient implantées sur le réseau? Sur le réseau de Arles-Salin de Giraud, sur la ligne, il y avait 8 gares et 7 arrêts facultatifs. Et sur la ligne Arles-les-Saintes-Maries-de-la-Mer, il y avait 9 gares et 8 arrêts facultatifs. Ouais. Pour une longueur, pour les 2 lignes, de 37 km à 200 mètres près. C'est vraiment un train qui desservait tout le monde. Il y avait entre les gares, il y avait certains endroits, il y avait des arrêts. Oui. Des arrêts parce que c'était près des fermes, près des gens qui habitaient là, alors ils avaient la facilité, au lieu d'aller courir, de faire 3 ou 4 km pour aller à la gare, ouais. Ils venaient à l'arrêt, ouais. Ils nous faisaient signe, on s'arrêtait, on les prenait et on repartait. C'était là qu'il y avait les voies. Oui, là, Salin de Giraud, oui, ça venait d'Arles, hein. Oui. Et là-bas, les Sainte-Marie-de-la-Mer. Ok. Voilà.
Là, par exemple, là où nous sommes, c'était l'appartement du chef de gare. Le chef de gare, avec accès sur les voies, et une issue qui donnait dans les fenêtres. Puis après, vous aviez la salle d'attente, là-bas, et la billetterie, là où on distribuait les billets à l'entrée. Et ce petit local, alors, servait de billetterie. Le chef de gare était dans un petit local derrière une vitre éclairée par une lampe acétylène. Et quand le train arrivait, le chef de gare nous disait de sortir. Le train arrive, nous disait de ressortir. Ah, c'était pas la sortie du métro, oui. Le seul bruit qu'on entendait, la machine, c'était quand les compresseurs des freins se mettaient en marche. Les compresseurs qui remplissaient les bouteilles d'air. Ou alors le bruit de la porte qui s'ouvrait et qui se fermait. Parce que de chaque côté, vous aviez une porte en fer coulissante. Le train à la Camargue, comme tout ce qui est électrifié. Comme une voiture électrique, elle démarre doucement, sans bruit. Il démarrait sans bruit. Ce silence, cette sonorité, c'était serein, c'était tranquille. C'était pas du bruit, c'était pas des bruits, c'était des sons acoustiques. On entendait le moindre bruit, c'était le vent dans les tamaris, le vent dans les saladelles, le vent dans les anganes, le chant des cigales, le beuglement des taureaux, le sifflet du train. Le lundi matin, on transportait beaucoup d'ouvriers qui allaient dans les masses. Et à partir de 1946, alors nous avons eu un grand boom d'ouvriers à la pelle pour le départ du riz, qu'il n'y avait pas de bulldozer à l'époque. Vous voyez? Alors là, le matin, le train, on partait le lundi. Il nous fallait mettre un wagon supplémentaire pour mettre les bicyclettes de ces travailleurs. Et 6 wagons, ils étaient pleins de travailleurs qui allaient travailler dans les rizières pour faire les premières rizières à la pelle. Tous les mois, ils avaient leur personnel, les familles chez eux. Oui, autrement, vous vous rendez compte, ils avaient tout sous la main, leur personnel sous la main. En plus des lignes, des voies régulières, est-ce qu'il y avait des lignes de déviation pour les masses? Il n'y en avait qu'une à peau dure qui traversait la route, elle allait à la cave. Et là, il n'y avait pas le courant électrique, c'était tracté par des chevaux. Par des chevaux? Ah oui, il y avait 100 mètres à faire. Dans les masses, alors il y avait un marchand avec son cheval et sa voiture qui vendait du fil, des aiguilles, des boutons, un mercier quoi. Dans le fond, les masses, c'était des petits villages. On faisait son jardin, on avait de la volaille, on avait beaucoup de choses. Et le samedi, on allait acheter ce qui manquait au marché à Arles. C'était bien, il y avait une ambiance formidable. Et puis il y avait des gens de partout qui étaient Nîmes. Tout Nîmes venait au Sainte-Marie, Arles, de partout. Saint-Gilles, Bellegarde, tout ça allait. Et tout le monde partait en groupe, vous comprenez? Partait en groupe et on va en groupe, on se réunit, on va au train et on va au Sainte-Marie. Et c'était tout le groupe, c'était 30 à 40 personnes. C'était le bout du monde, les Sainte-Marie. Il n'y avait rien qui le relie autre que le train, c'était le cordon ombilical. C'était le train qui reliait les Saintes à Arles. Il y avait ni autre transport qui pouvait le remplacer à l'époque, c'était ça. Voilà, tu vois, je suis né dans une gare, à Kessarga. Voilà, tu vois, l'époque heureuse de la vapeur. L'équipe qui gère la gare de Sainte-Marie, c'est mon père et ma mère. Ma mère était la principale responsable, c'était elle, la chefesse, la chef de gare. C'était rare de voir à l'époque une femme avec des responsabilités comme ça. Enfin, c'est vrai, c'était pas une grande gare de triage, mais enfin, c'était important, c'était un poste important. Qu'est-ce qui transportait ce train?
Des marchandises diverses. Et tout le charroi, quand même, s'effectuait à ce moment-là par la gare, par le train. À l'époque, il se pêchait au Sainte-Marie beaucoup de poissons, des maquereaux, entre autres, hein, des anguilles. Et toutes ces choses-là, toutes ces marchandises-là, repartaient par la gare. Mais ça se passait un petit peu en famille, malgré tout. On attendait, s'il y en avait qui était à la traîne, on attendait. La femme du pêcheur venait souvent supplier. Ma mère dit, attendez, Madame Buisson, ou Monsieur Buisson, que mon mari n'est pas rentré de la mer. Il va arriver maintenant, c'est maintenant. Alors vite, on faisait l'expédition en vitesse. Où c'est qu'il envoie? À Tel-André. Alors voilà, on faisait l'expédition. Et sitôt que le brave homme arrivé, on mettait cette corbeille dans le train, et le train pouvait partir tranquillement. Et le vin partait par le train. Par le train. Parce qu'au Sainte, il y avait, je ne sais pas, il y avait 7 ou 8 viticulteurs qui vivaient que du ça, vin. que du Du vin. vin. Il y avait les Le pêcheurs transport se faisait. et les viticulteurs. Voilà. C'est vrai. C'est Ouais, tout ce qu'il y avait. À part, dans le village, quelques fonctionnaires. Et le tourisme n'existait pas. Il fut un temps, au début des années 30, où le chemin de fer de la Camargue a joué un très grand rôle en ce qui concerne l'endiguement, c'est-à-dire la protection du village par rapport à la mer. Le train de la Camargue transportait d'énormes rochers provenant de la carrière de Beaucaire, et ces blocs arrivaient sur des wagons plats en gare de Sainte-Marie, et de là, on déversait ces blocs sur le rivage, sur la digue à la mer. Les plus forts moments de l'année, bien sûr, c'était les saisons estivales, le pèlerinage du 25 mai, ou alors c'était la foule de gens, où au début, on était obligé d'emprunter des wagons couverts dits à bestiaux. On pensait que ça durerait. Oui. On pensait que ça durerait. On ne s'imaginait pas qu'un jour ça allait s'arrêter. Je pense que ça a été un changement de vie, un changement de société et aussi. Habitants des Sainte-Marie s'y retrouvaient. Le commerce saintois ça a été florissant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la saison balnéaire, des gens qui se sont établis au Sainte, qui ont créé de nouveaux commerces, qui ont apporté au Sainte un sang nouveau. Si le petit train a périclité, malgré tout, le village a bénéficié du modernisme et de cette nouvelle vie qui s'est installée. En 1953, il y a la ligne de Sainte-Marie de la Mer qui ferme complètement. En 1957, nous avons la ligne Arles-Salins-de-Giraud qui ferme uniquement pour les voyageurs. Et en 1958, nous avons la fermeture totale de la ligne Arles-Salins-de-Giraud. Le 18 décembre 1958, nous vendons 12 automotrices électriques, 13 wagons traînés, 4 voitures à voyageurs. C'est la fermeture du réseau ferroviaire des chemins de fer de la Camargue. Qu'est-ce que vous pensez de cette disparition du train? Ce n'est pas une disparition totale du train, c'est une mutation du réseau ferroviaire en réseau routier. Donc cette société s'appellera toujours les chemins de fer de la Camargue, mais aura un réseau routier. Alors là, nous avons le pont qu'on appelait le pont des Lions, qui permettait le transbordement des marchandises de la Camargue à Arles. Et malheureusement, ce pont, il a été détruit en 1944 par les Américains. Alors, on a été obligé de faire un détour de 80 km pour amener les marchandises de la Camargue à Arles. Nous sommes dans une île. Dans une île, vous êtes tributaire des ponts ou des bateaux. La destruction de ce pont a participé à la fin du train de la Camargue. Alors ils ont fait ce bac qui a traversé le Rhône avec des wagons chargés de sel. L'automobile est arrivée, les marchandises n'ont plus emprunté
Les messageries se sont avérées plus rares. « 48, doucement, insensiblement, hein. 48, 50, et insensiblement. Ça, de moins en moins de gens, à part les écoliers. Hein. Ça, à la suite, qu'il y a beaucoup moins de voyageurs, moins de marchandises, moins de tout. Toutes les années, le déficit, il augmentait, vous comprenez. Et moi, je suis certain que tout vient de là. Le département, il fallait qu'il donne trop d'argent pour maintenir ces lignes qui n'avaient plus l'utilité qu'ils avaient auparavant. Des questions ou pas, oui? Oui, j'aimerais d'abord merci, c'est superbe. Est-ce qu'il y avait une liaison par train sans changer de Saint-Gilles juste pour ça? Ce n'est pas possible. Non, tu changeais. Tu changeais. Ouais. Ouais, tu changeais. De toute façon, après, si tu veux, les chemins de la Camargue, ils avaient quand même la ligne Arles-Nîmes. Bon, j'en ai pas trop parlé, mais bon, c'était... Voilà, où il y avait le pont encore, voilà. C'est plus possible, ça. Non, non, c'est plus possible. Direct, tout a été direct. Voilà. Après, bon, il y a mon ami qui m'a posé une question en aparté. Pourquoi les VFIL, les voies ferrées d'intérêt local? Donc les voies ferrées d'intérêt local, si vous voulez, c'était des voies métriques. Donc l'écartement des deux rails, c'était 1 mètre. Mais c'était imposé par le PLM et la SNCF. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à faire un appel d'offres en 1888, pour faire créer cette ligne Arles-Saint-de-Géraud, le PLM et la SNCF s'y sont mis aussi. Ils voulaient le faire, ce petit train. Mais comme on a été meilleur que... Enfin, je dis bon, je n'existais pas, bien sûr. Mais comme la société avait un meilleur dossier que la SNCF et que le PLM, on a eu la concession pour cette ligne. Mais il nous a imposé la voie métrique. Donc, la voie métrique, nous, c'était 1 mètre, et la SNCF, les voies métriques, c'est pas des voies métriques, d'abord, l'écartement, il doit faire, je pense, 1m30 ou 1m50, mais plus grand. Voilà. Mais à la fin, c'est eux qui transportaient quand même le sel, comme j'ai dit tout à l'heure, quand le sel arrivait à Trinquetaille, ils partaient sur des wagons de la voie SNCF pour aller, comme je disais, à Alès ou n'importe où, quoi, où on avait besoin de sel. Hein. Voilà. Alors ce pont-là, on ne l'a pas reconstruit, ça je ne pourrais pas vous répondre parce que c'était un pont qui appartenait à SNCF. Voilà. Voilà. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que, oui, ça je l'ai vécu, ça je peux vous dire, en 81 est élu Mitterrand. Mitterrand est élu, il nomme un Premier ministre qui s'appelle Fitterman. En 82, arrive sur Arles, alors ça aussi c'est resté assez confidentiel parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux, tout ça, est arrivé donc des gens du ministère des Transports de Paris, est arrivé un homme politique et 3 ingénieurs.
Ces ingénieurs se sont déplacés, on les a promenés toute une journée sur Salins-de-Giraud ou sur le Sainte-Marie-de-la-Mer, surtout sur la ligne de Sainte-Marie-de-la-Mer, parce qu'ils voulaient réouvrir le rail, le petit train. Ils voulaient refaire un petit train. Donc, il y avait l'idée. Le problème, c'est qu'après, on a reçu les résultats de cette étude. Et le résultat de cette étude, c'était que le coût de kilomètre à l'entretien était à l'époque de 1 million de francs par an. Donc, vous imaginez, il y en avait 37. Donc, voilà. Donc ça a été abandonné. Voilà. Oui, la mode aujourd'hui, c'est de transformer les voies ferrées en pistes cyclables. Alors, pourquoi c'est pas fait? C'est très simple. Parce qu'il manque, donc il y a, comme dit Jean, il y a des propriétaires, parce qu'il y a des rails qui sont sur des propriétés privées, et puis il y a des rails aussi qui ont été enlevés. Alors pareil, petite anecdote, moi quand je travaillais, des fois, je voyais des agriculteurs arriver, qui criaient, bien sûr. Pourquoi ils criaient? Parce qu'en labourant leur champ, ils avaient pris un rail des chemins de fer à Camargue. Donc, bien sûr, ça les faisait râler. Donc ils disaient, ouais, il faudrait enlever tous vos rails. Alors nous, on leur disait, attendez, maintenant, c'est une concession, vous téléphonez au conseil général qui les enlève. Voilà, très simple. Pourquoi on avait tenu le près de Palavas Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire parce que c'était peut-être... il y avait moins de kilomètres aussi. Parce qu'en termes de communication, il y avait certains du groupe qui a donné... Ah oui, il n'y a pas de Palavas, bien sûr, pour le Vendée. Oui, voilà. Après, nous, moi, ce que je peux vous dire, enfin, moi qui ai travaillé quand même 20 ans au chemin de fer à Camargue, après c'est devenu le quart de Camargue, si vous voulez, on ne faisait pas de publicité. Alors, on était bon ou pas bon, mais on ne communiquait pas. Donc, on ne faisait pas les flyers, on ne faisait pas les affiches, on ne faisait rien. On ne faisait rien parce que c'était une époque, c'était comme ça, qu'on n'en avait pas besoin. En effet, vous étiez en relation avec la voie ferrée, PLM, qui part d'Arles et qui fait la vallée des Vaux. Pas du tout. Ça, c'était à l'époque, c'était la régie qui faisait ça. Non, pas du tout. La régie, à l'époque, c'était des concurrents sérieux et tout. Non, on n'était pas trop copains avec la régie. Monsieur, est-ce que le Far West était tourné en Camargue avec ce train? Oui, les premiers, oui. Il y avait, oui. Ça avait été tourné avec ces trains, oui, parce qu'on a eu... Moi, j'ai trouvé des factures, oui. Voilà. Quand il était venu et tout, il avait pris le petit train de la Camargue et tout. Enfin, il y avait toute une scénographie qui s'était mise, et puis voilà. Ouais. Non. Elle était imposée par la SNCF, par le réseau national, pour éviter la concurrence, oui. Ils voulaient pas qu'on aille... Oui, c'était très simple. Non, mais... c'est pour éviter la concurrence. Ils ne voulaient pas qu'on aille sur leur réseau. Vous imaginez, vous voyez un petit train à vapeur ou quoi qui existe toujours et qui va chez eux. Ça se fait pas, hein. Ouais, non, mais même la SNCF, c'est la SNCF. Enfin, c'est... Si la ligne avait été rouverte, on aurait eu un TGV Paris-Centre. À mon avis, non. Hein. Vous n'avez pas eu ce TGV. Je pense pas. Vu l'écartement des rails, non, je pense que ça n'aurait pas tenu. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions, donc je vous remercie.